Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Et Chag Purim Sameach, même si vous avez célébré Purim hier en diaspora, à Paris en particulier, et nous célébrons Purim aujourd'hui. Alors nous allons mettre un petit peu entre parenthèses, on va dire, cette célébration de Purim à Jérusalem pour parler, on va dire, de ce qui se passe, de derniers développements qui sont liés aux relations israélo-américaines. Et vous êtes un expert de ces relations, et nous voudrions avoir votre éclairage sur ce qui est en train de se passer, que ce soit des informations ouvertes et connues ou des informations ou des rumeurs qui semblent persistantes et qui pourraient avoir des implications même électorales en Israël. Alors la première question que je voudrais vous poser, elle est liée d'abord, il y a eu une visite de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, en Israël, avec une rencontre. On a parlé énergie avec le Premier ministre grec, le président chypriote et le Premier ministre Netanyahou. Les Américains vont s'impliquer là-dedans, dans l'acheminement de gaz israélien vers l'Europe. Mais on a aussi, bien entendu, parlé de l'Iran, de la menace iranienne dans le sud de la Syrie. On a parlé entre Netanyahou et Pompeo du processus de paix et du fameux deal du siècle, d'une reconnaissance éventuelle des Américains de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, et également des rumeurs, Michel, vous les avez peut-être entendues, ces rumeurs sur une possible libération de Jonathan Pollard la semaine prochaine, lorsque Benjamin Netanyahou va se rendre aux États-Unis et rencontrer le président américain. Alors j'aimerais bien que vous essayiez de nous éclairer un peu sur ce qui est en train de se passer dans les relations israélo-américaines actuellement. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit en regardant l'état actuel des relations israélo-américaines, c'est que jamais une administration américaine n'a été si proche des demandes stratégiques, géopolitiques d'Israël. Tout simplement, il n'y a pas eu d'autres administrations qui aient manifesté un soutien aussi étendu, au-delà des engagements un peu routiniers des États-Unis en faveur de la sécurité d'Israël, routiniers mais souvent substantiels. Rappelons-nous que même un président américain tel que Barack Obama, qui n'était pas politiquement très favorable aux thèses israéliennes, a néanmoins donné son accord au maintien et même au développement d'une aide militaire très importante. Oui. Donc, ce que nous avons de nouveau avec l'administration Trump, c'est qu'on est sorti d'un schéma où les États-Unis manifestent leur soutien à Israël sur le plan sécuritaire, mais en même temps attendent d'Israël un certain nombre de concessions politiques. Et on est passé à une situation différente où, d'une part, la coopération stratégique est maintenue et même augmentée, et où, d'autre part, le soutien politique à Israël est de plus en plus marqué. Cela a commencé par la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, le transfert de l'ambassade, et cela se poursuit de diverses manières par des gestes concrets. On annonçait il y a quelques jours le fait que le département d'État a cessé totalement d'employer l'expression territoire occupé à propos, par exemple, de la Judée-Samarie ou du Golan, et parle de territoire contrôlé par Israël. C'est un changement important. Sur différents plans, a des implications extrêmement différentes que territoire occupé. Maintenant, il y a une rumeur sur
une reconnaissance de la présence israélienne sur le Golan. Il faut encore voir si réellement une initiative américaine dans ce sens se matérialise. Il faudra bien sûr voir exactement ce que les Américains entendent par là. Mais je reviens sur le point essentiel. Oui. Le point essentiel, c'est que nous avons une administration absolument sans précédent. Et qui donc, on peut dire, vous le dites, c'est une administration qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus, qui n'a pas peur d'innover dans les relations, de prendre des initiatives qui jusqu'à présent étaient inimaginables, comme la reconnaissance par exemple de Jérusalem. Mais, et là je vous pose la question de manière plus précise, avec plus d'acuité, est-ce qu'il vous semble possible que le président américain parviennent à briser, on va dire, cet étau extrêmement solide du ministère américain de la Justice concernant Jonathan Pollard et accordent une forme de grâce présidentielle à Jonathan Pollard, qui est déjà libéré, mais qui est assigné à résidence jusqu'en novembre 2020. Est-ce que vous pensez que c'est dans l'ordre du possible ? C'est tout à fait dans l'ordre du possible, et ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que il s'agit là de ce qu'on appelle un pardon présidentiel, donc d'une grâce présidentielle. Il s'agit d'un condamné qui a purgé une peine extraordinairement longue, et donc cette mesure de grâce intervenant à ce moment... On parle de grâce également, même s'il est déjà libéré, en fait, s'il peut se promener à New York. Donc essentiellement, la grâce autoriserait Pollard à enfin quitter le territoire américain et se rendre en Israël et aller vivre en Israël comme il en a exprimé l'intention. Il n'y a absolument rien, ni dans la loi américaine, ni dans les pratiques américaines, qui interdirait à Trump de prendre ce genre de décision. Un très grand nombre de juristes, d'une part, d'hommes politiques, d'autre part, et enfin de chefs militaires ou de chefs de l'espionnage américain, sans se prononcer sur la responsabilité même de Pollard et sur le fait qu'il ait enfreint la loi américaine et de façon grave, on dit que on a fait subir à Pollard un châtiment absolument sans précédent pour des cas analogues. Il y a eu d'autres cas de citoyens américains ayant accès à des informations secrètes, des informations ultra confidentielles, et qui ont espionné en faveur de pays amis et alliés des États-Unis, et aucun n'a été condamné aussi lourdement que Pollard, et aucun n'a été en prison pendant 29 ans comme Pollard l'a été. Donc ces mêmes personnalités disent, nous estimons que Pollard, quand il a été condamné, il devait être condamné, mais que il y a un excès. Il n'y a plus lieu de le punir au-delà du terme de sa peine, et que par conséquent il n'y a aucune raison réelle de lui interdire aujourd'hui de quitter les États-Unis, d'aller en Israël. Alors, cela nous amène au second volet de notre conversation, parce que Jonathan Pollard, il faut bien l'avouer, c'était, on va dire, un véritable problème également pour le judaïsme, et surtout pour le judaïsme américain, qui s'en est démarqué, qui ne voulait pas être accusé de double allégeance, et qui voulait effectivement extraire de son sein des juifs qui auraient pu espionner, y compris au profit de l'État d'Israël. Ça nous ramène donc à la relation entre Binyamin Netanyahou et l'AIPAC, et comme je le disais, la semaine prochaine, c'est la réunion de l'AIPAC et aux États-Unis, la convention du puissant lobby juif américain. Comment Binyamin Netanyahou va être accueilli là-bas sur place, en tenant compte, on va dire, des tensions qui existent entre le judaïsme américain, essentiellement le judaïsme réformiste et conservateur, et le Premier ministre israélien? L'AIPAC, par son militantisme pro-israélien,
a été accusé de se situer plus, on va dire, au centre droit qu'au centre gauche de la communauté juive américaine. Dans l'EPAC, il y a beaucoup de militants et beaucoup de dirigeants qui ont toujours été favorables à Netanyahou, qui ont connu Netanyahou quand celui-ci dirigeait le Jonathan Institute, quand il était très jeune, nommé du nom de son frère, Jonathan Netanyahou, Yoni Netanyahou, qui avait, comme vous le savez, été le héros et la seule victime de la libération d'Entebbe. Donc il avait créé un institut pour défendre l'image d'Israël aux États-Unis à une époque où c'était tout à fait un problème compliqué, on va dire à la charnière des années 70 et 80. Ensuite, il a été ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, ce qui, à nouveau, le rendait très proche des principales organisations juives américaines. Donc dès il y a cette une époque, histoire, et bien avant qu'il ne fasse de la politique et qu'il ne devienne Premier ministre ou ministre dans divers gouvernements, le judaïsme américain avait une très grande proximité, a eu une très grande proximité avec Netanyahou. Donc Netanyahou dispose, est connu et reconnu pour une personnalité politique de tout premier plan par les militants de la cause pro-israélienne qui se retrouvent à l'EPAC. Donc, il bénéficie a priori d'un préjugé favorable. D'un autre côté, l'EPAC a toujours été soucieux de travailler avec tous les gouvernements légitimement installés de l'État d'Israël, quelle que soit leur couleur politique, et l'EPAC a de même toujours veillé à entretenir de bonnes relations avec toutes les administrations américaines successives, qu'elles soient démocrates et républicaines. L'EPAC a pu critiquer, par exemple, la politique d'Obama à certaines époques, mais elle a toujours eu des relations empreintes d'abord du respect qu'on doit au président des États-Unis et d'autre part des relations de travail finalement très riches et très importantes avec l'administration Obama. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a eu des grincements de dents ces derniers temps, pas seulement autour de l'affaire du Kotel également. On a entendu l'EPAC se montrer plus critique envers Netanyahou ces derniers temps. Il y a eu quelques affaires. Il y a eu par exemple, je pense que peut-être vous faites allusion au fait que il y a eu une tentative pour faire condamner Netanyahou pour avoir encouragé une alliance entre le parti le parti Otzma Yehudit et d'autres partis pour. Bon, donc il y a eu quelque chose. Ensuite, ça a été, disons, il y a eu des gens au sein même de l'EPAC qui ont dit ce n'est pas notre rôle de prononcer des jugements de cette nature. Donc il est probable, d'après vous, que Netanyahou sera quand même accueilli chaleureusement par Bien sûr, il sera accueilli chaleureusement. Alors le problème, c'est que Gantz aussi sera reçu par l'EPAC, que l'EPAC, c'est sa politique, n'a aucun motif de moins bien traiter Gantz que Netanyahou, puisque l'un et l'autre sont actuellement quand même des candidats politiques, des candidats à la direction du pays. La seule question réelle qui se pose, c'est est-ce que Netanyahou va venir à l'EPAC avec dans sa main des choses nouvelles et intéressantes, on va dire des cadeaux nouveaux de la part de Donald Trump, qui vont faire que, bien que les deux candidats vont être l'un et l'autre chaleureusement accueillis par l'EPAC, quand même, on sentira que c'est Netanyahou qui l'emporte sur Gantz au niveau de sa popularité chez les Juifs américains. Donc tout se situe simplement à ce niveau. Et là, il y a la question de savoir est-ce que Trump a décidé de soutenir aussi explicitement que possible Netanyahou contre Gantz. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que Trump, pour beaucoup de raisons,
pour beaucoup de raisons, y compris des raisons, on va dire, de sensibilité politique, que Trump préfère que Netanyahou reste à la tête de l'État d'Israël. Il n'y a pas de doute, à mes yeux, là-dessus. Il se sent en confiance avec Netanyahou. Les Juifs américains qui soutiennent le plus Netanyahou sont aussi ceux qui ont soutenu Trump. Donc il n'y a aucune raison pour que Trump ne cherche pas à aider Netanyahou dans ce contexte. Alors la première chose, évidemment, la visite de Pompeo qui marque de manière extrêmement, je dirais, graphique, de manière très très visible, l'excellence des relations américano-israéliennes. Bon, le fait que cette réunion ait lieu, que cette visite de Pompeo ait lieu maintenant, évidemment déjà c'est apporter un soutien à Netanyahou. Le fait que, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques jours, le département d'État a reçu l'ordre de parler de territoires contrôlés par Israël et non plus de territoires occupés, c'est aussi un point en faveur de Netanyahou. Est-ce que d'autres choses vont intervenir dans les heures qui viennent? Le fait de recevoir Netanyahou est également très important. Oui, bien sûr, aussi en pleine à 2 semaines des élections. Voilà. Bien, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas s'il y aura plus sur le Golan ou sur Pollard ou sur un autre sujet, je ne sais pas. Merci beaucoup en tout cas Michel Gurfinkel de nous avoir éclairé et de vous avoir apporté votre appréciation d'expert sur ces relations entre Israël et les États-Unis. Et à bientôt, Shabbat Shalom et encore une fois, Chag Purim Sameach. Et Shushan Purim de Jérusalem Sameach. Merci beaucoup, Shalom Michel.